On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau directeur général de la Chambre de commerce du Richelieu. Il s'agit de l'ex-conseiller municipal et de l'ex-candidat à la mairie, Stéphane Legrand, donc qui passe de conseiller, de politicien, de propriétaire de dépanneur à directeur général de la Chambre de commerce. Donc, il va nous parler un peu de ses objectifs, de ses enjeux. Mais d'abord, parlons donc de politique et cette fois des priorités du conseiller municipal dans Saint-Eugène. Et j'ai nommé Jean Fontaine. À chaque année, on se fait un devoir de recevoir les conseillers municipaux, question de dresser un peu le bilan de la dernière année, les priorités de la prochaine. Évidemment, l'an dernier, c'était les élections municipales, donc ça avait une saveur un peu différente. On était plus dans le débat, dans l'opposition politique, si on veut. Là, évidemment, les élections sont passées. Ça va faire bientôt un an, là, dans quelques semaines à peine. Parlons donc du district numéro 4, c'est le quartier Saint-Eugène. Avec nous, Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En poste depuis 2005? Oui, déjà. Donc, c'est un... Troisième mandat. Troisième mandat. Première année du troisième mandat. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'être conseiller municipal, je dirais, senior? Quand on entame le troisième mandat, d'ailleurs, il y a à peu près la moitié du conseil qui s'est renouvelé avec un nouveau maire qui n'avait pas d'expérience politique municipale. Qu'est-ce que ça fait de se sentir un conseiller senior? Moi, je ne le vois pas comme ça parce que j'ai 40 ans. Donc, senior, là, Ouais. on se calme. Mais c'est sûr que ça fait 9 ans. Là, je connais les dossiers. Les rouages, là, ouais. Je connais les rouages, je connais ce qui va se dire, j'anticipe la salle. Maintenant, je ne suis plus un Mais verre. quel est le regard qu'on a sur les jeunes, bien, les jeunes qui arrivent, ceux qui n'ont pas d'expérience politique, là, qui sont probablement pourvus d'une certaine naïveté, qui pensent faire bouger les choses, puis là, peut-être qu'ils se butent à des trucs, puis là, ils se rendent compte finalement que c'est peut-être plus compliqué qu'ils pensaient. Quel est le regard que vous avez à l'égard de vos nouveaux collègues? Bien, ça prend ça. Ça prend ça parce que moi, ça m'a vraiment redynamisé. Il faut le dire, dans le deuxième mandat que j'ai fait, moi, la dernière année du régime d'Olbec, c'était une machine qui était bien roulée, bien rodée. Là, c'est plus pareil. Donc, c'est un regard nouveau, mais vous l'avez dit, hein, je pense qu'on ne réinventera pas le bouton à 4 trous. Il est déjà inventé. On a beaucoup de projets sur la table, mais peu de ressources. Donc, ça vient tout le temps au même là, qu'il faut essayer de mieux dépenser les ressources qu'on a, puis c'est pas toujours facile. Et ça, ce message-là, même, on l'entend. Je recevais les gens de la commission scolaire, les gens du centre de santé. Donc, tout le monde est aux prises avec une dynamique de compression, d'austérité budgétaire. Les villes, là, vous êtes aux prises en plus avec la loi 3. Vous ne savez pas trop comment ça va virer de bord pour les fonds de pension des employés. Bref, on vous dit, dans le fond, faites mieux avec moins. C'est vrai ça. Là. Oui, mais faites mieux avec moins, sauf que là, si on regarde le pont, c'est combien de millions que la ville sort? 10-12. Après ça, tu as l'achat des boisiers qui restent. Puis là, on ne parle pas des boisiers d'intérêt. Là, on parle de Trinity Church, qui est 3,8 millions que la ville doit sortir de ses poches. Puis là, on ne parle pas de tous les achats de voitures de police, de pompiers, les frais fixes. Les frais fixes. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Parce que des besoins sont immenses, puis c'est ça. Là, quand on parle d'investir dans un quartier après ça... Bien, on a ressenti, disons, si on se ramène il y a presque un an à la campagne électorale, toujours le sentiment de dire, bon, Iberville en a moins, Saint-Eugène en a moins, l'argent est tout dépensé à Saint-Jean puis à Saint-Luc. Bon, il y a peut-être un peu de vrai, un peu de faux là-dedans, là, un peu de démagogie aussi au travers de ça. Ouais. Vous représentez Saint-Eugène depuis 9 ans maintenant. Est-ce qu'effectivement, Saint-Eugène a été, disons, pas malmené, mais dépourvu de ressources par rapport à d'autres quartiers? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui ne sont pas réglés, qui auraient dû l'être et que vous souhaitez régler, là, ultimement? Si on parle de démagogie puis d'idées qui est préconçue. Bon, Saint-Luc, est-ce que Saint-Luc reçoit plus que Saint-Eugène? Ce qu'il y a à Saint-Luc, c'est des commerces. Tu sais, en frais d'investissement, je pense qu'ils ont le même que n'importe où ailleurs. Puis Iberville aussi, ils ont le même que n'importe où quand on regarde ça. L'affaire, c'est que les commerces sont à Saint-Luc, c'est que tout s'installe à Saint-Luc. Pourquoi? Parce que les promoteurs s'en vont là, tu sais, Imagine, le terrain là. Tu sais, c'est pour ça. Donc, ce que moi, j'essaie de travailler à faire, c'est d'avoir ma juste part du butin, ça, c'est sûr. Puis là, la bonne nouvelle qu'on a, une des bonnes nouvelles, c'est que dans les politiques qui ont été faites depuis des années, d'amener du monde dans Saint-Eugène, vous me posez la question, est-ce qu'il faut densifier encore dans Saint-Eugène la dernière fois que je suis venu? Puis j'ai dit oui, parce que ça l'amène des clients. Du développement économique. Du développement. Donc, devant Rubicon, vous voyez qu'il y a une pancarte, il y a un nouveau développement commercial qui s'en va là. Puis, à Saint-Eugène, il nous manque cruellement une quincaillerie. Alors, j'ai mis beaucoup de pression sur le promoteur pour qu'il aille signer une quincaillerie. Ah oui, tout à fait. Moi, je veux absolument une quincaillerie là. Ça va presque qu'il manque. On parle là-dedans d'une clinique médicale, on parle d'une nouvelle banque, peut-être d'une autre mini-épicerie. Bon, il y a peut-être des commerces qui se dédoublent, mais il y a une chose qui est sûre, une quincaillerie, c'est un besoin dans Saint-Eugène. Donc,
La ville, on n'est pas des commerçants, sauf qu'on a certaines incidences sur les promoteurs, puis je leur ai mis de la pression là-dessus, en ce sens-là. Parce qu'on a vu quand même, oui, Saint-Eugène se développer. Certains diront qu'il y avait d'autres quartiers qui étaient déjà pas mal pleins. Donc là, dans le fond, on s'en va vers l'extérieur. Oui. Bon, le désavantage de Saint-Eugène, c'est qu'il est plus loin de l'autoroute 35, disons que Saint-Luc ou Normandie ou Saint-Gérard. Mais en même temps, peut-être que les terrains sont un peu moins chers, je ne sais pas. Au niveau des infrastructures, est-ce que le quartier est encore suffisamment équipé pour faire face à la musique dans l'éventualité où on développe encore le domiciliaire? Non, tranquillement, on s'en vient à saturation. Il y a l'usine de pompage Saint-Maurice, là, sur la rue Saint-Maurice, qui déborde une fois de temps en temps, donc il faut investir là. Non, il y a de l'investissement à faire au niveau des infrastructures, peut-être grossir des tuyaux, puis là, je ne suis pas ingénieur, là, mais je sais que, dans le fond, nous, ce qu'on veut, une certaine partie, justement, la frange un peu plus jeune du conseil, ce qu'on dit, c'est qu'on veut qu'on développe dans les secteurs où il n'y a pas de boisé. Et Saint-Eugène, Saint-Athanas, Sud, c'est des secteurs où il n'y a pas de boisé. Alors, il faut mettre de l'argent là pour grossir les infrastructures, pour permettre la construction de ça, qui va faire en sorte qu'on va garder nos commerces. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on a encore beaucoup de terrains dans Saint-Eugène qui sont zonés blancs? Oui, tout à fait. Au bout de la rue Alphonse Gervais, au bout de la rue Roquemort, là, tout ce qui ceinture finalement le Boisé-Carillon, puis proche des fraisières, puis tout ça. Là, donc, il y a une partie qui y rentre beaucoup de développement là. Et moi, j'aimerais ça qu'éventuellement, qu'on puisse commencer à regarder à développer là. Donc, potentiel encore de développer du domiciliaire, oui. Potentiel de développer encore des commerces de services. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que vous l'avez vu, vous en avez parlé dans vos entrevues, puis on l'a lu dans le Canada français, il y a 1000 maisons sur le marché qui ne se vendent pas. Le marché immobilier est au ralenti présentement. À côté du golf, il y a une pancarte qui annonce 25 terrains, il ne se monte rien présentement. C'est parce qu'il y a une capacité d'absorption du marché aussi. Ça, il faut regarder tout ça. Mais je me dis que si le marché est au ralenti, bien, raison de plus pour aller bâtir dans des endroits qui sont non boisés. Bon, parlons justement du golf. Il y a eu à un certain moment des rumeurs de vente puis de tentation de peut-être virer ça en résidentiel. Finalement, ça semble mort et enterré, ça? Moi, c'est pas ce que j'entends. C'est des rumeurs. Je ne suis pas au conseil d'administration du golf. L'industrie s'en va vers le bas. Là. On ne se fera pas de cachette et j'ai peur un jour que ça arrive sur notre table. Je sais que la ville de Saint-Césaire possède le golf de Saint-Césaire. Est-ce que la ville, à un moment donné, pourrait se porter acquéreur, développer ça? Là, on avance peut-être, on va peut-être un peu loin. Ou supprimer quelques trous? Supprimer quelques trous. Pour arriver avec un 12 ou un 13 trous, un peu comme à Longueuil. Là. Mais moi, je me demande, oui, mais je me dis que le club de golf de la Vallée des Forts, qui est juste un peu plus loin, fait ses frais, puis ça fonctionne. Donc, pourquoi pas? Mais vous avez encore une inquiétude à l'égard de l'avenir de l'espace qu'occupe le terrain de golf. Oui, puis moi, comme conseiller du quartier, là, je tiens à leur dire, je ne permettrai pas qu'on dézone puis qu'on fasse des condos là-dedans. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est un héritage, c'est là depuis 1922. Il faut que la collectivité se prenne en main pour qu'on puisse garder cet outil-là. Quels sont les autres enjeux dans Saint-Eugène? Là, vous allez justement procéder à l'étude du budget, vous tentez d'avoir votre part du gâteau. Oui. C'est quoi les priorités à court terme pour Saint-Eugène? La priorité à court terme, c'est la rue Carillon. C'est une rue qui est indigne d'une ville qui se respecte. Et je dis ça en toute honnêteté parce que dans le sens que là, vous voyez qu'il y a un paquet de resurfaçage qui se refait dans les quatre coins de la rue. Puis on en a fait aussi sur Delorimier, sur Parenteau. On était dû. Sinon, on a fait une entrevue au coin de Parenteau. Donc, on va faire du rapiessage. Sauf que sur Carillon, là, c'est pas du rapiessage qu'on a besoin, c'est de refaire la rue au complet, bordure. On rajoute peut-être des égouts pluviaux, tout ça. Refaire la fondation de la rue, puis remettre 2 couches d'asphalte. Donc, ça, c'est la priorité des priorités. On est là-dessus. Puis pourquoi qu'on ne le fait pas présentement, c'est qu'on a soumis le projet au gouvernement, un programme qui s'appelle FPQM, un truc comme ça, qui fait en sorte que les résidents vont payer un peu moins. Parce que quand on parle d'ajout de services dans une rue, c'est toujours la même chose. Les riverains en payent une partie. Donc, on essaie d'avoir des subventions pour diminuer la part riveraine, pour pas qu'on bloque le règlement d'emprunt pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais en même temps, la rue Carillon n'avait-elle pas été déjà rénovée il n'y a pas si longtemps que ça? Quand on avait élargi le tout, on avait fait les trottoirs. La première partie, c'est-à-dire de la voie ferrée jusqu'à la rue Jacques-Cartier. Moi, je vous parle du tronçon de la voie ferrée jusqu'à Séminaire. Oui, du chemin de fer jusqu'à Séminaire. Puis là, il faut se remémorer dans le temps, c'est qu'on avait refait une partie de la rue, on avait rajouté une piste cyclable, mais on n'avait pas mis de bordure de l'autre côté de la rue, du côté sud. De sorte que l'eau ne s'égoutte pas.
Fait que printemps, automne, gel, dégel, là, la rue, j'en entends parler à toutes les semaines. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler un projet avec le gouvernement du Québec pour avoir une subvention. Et quand on va soumettre le projet aux riverains, ils vont l'accepter et on prévoit faire ça en 2015. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de mettre du rapiessage puis tout ça. C'est comme mettre de l'asphalte puis après ça, la scraper. Moi, ça ne me tente pas. Bon. Puisqu'on parle de Carillon, on a vu dans les dernières semaines, ça a l'air anodin, là, mais pour les gens qui passent là, on a eu une augmentation de la limite de vitesse. Oui. Et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est pourquoi on l'avait baissé à 50? On l'avait baissé à 50 avant parce qu'on avait peur justement de l'augmentation de la vitesse là. Puis on a dit, bon, c'est ça, on a vu que ça n'a pas réglé le problème du tout. C'était un peu un jeu hypocrite. On l'a remonté à 70 et les gens respectent la limite. C'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Pour le genre de rue que c'est, là, on s'entend, là. C'est pas mal en ligne droite. Là. C'est en ligne droite, 2 maisons, mais qui sont pas en ligne de compte finalement sur Carillon. Donc, on l'a augmenté, puis les gens respectent la limite. Là, je vous dirais que 50. C'est un peu joie l'autruche. Donc, ça, c'est apprécié. Je pense que oui. C'est un joie l'autruche. Est-ce que tous les dossiers de réclamation à l'égard des inondations de 2011 sont terminés pour les citoyens du quartier Saint-Eugène, ceux qui ont eu à faire des gros travaux, à rehausser même le solage et tout ça? Cet été, là, j'ai vu deux, trois citoyens. Là, je me promenais dans le quartier, je fais souvent des visites, puis ils m'en ont parlé. Ils sont en négociation. La fin est proche. Ceux qui n'ont pas reçu leur bilan, c'est que des fois, ils n'ont pas toujours leur facture pour le prouver. Des fois, qu'ils ont fait des... Puis ça, les gens n'en parlent pas trop. Donc, je pense qu'au niveau du gouvernement, tout est réglé. Puis ceux qui n'ont pas joué legit, bien, ils ne peuvent pas savoir les... Je reviens à Carillon. C'est une priorité à court terme, mais en même temps, c'est peut-être une priorité à long terme aussi dans le cas de Carillon. Est-ce que vous pensez être capable de régler ça dans l'intérieur du présent mandat? Ah oui, le maire m'a dit 2015. Puis Benoît Fortin est confiant que ce projet-là... Ah oui, 2015? Ah oui, 2015 au pire 2016, parce qu'on ne peut pas endurer une rue comme ça. Je pense qu'on en convient tous. Donc, on attend vraiment d'avoir les subventions de Québec pour foncer de l'avant. C'est vraiment ça. Puis le projet est attaché. Avec le changement de gouvernement, le projet était vraiment avancé au niveau du Parti québécois. Là, on connaît l'état des finances publiques, on connaît les coupes annoncées, mais Benoît Fortin est confiant que ce projet-là, Carillon et Vernois, va passer. Bon, en terminant, on le sait, qui dit nouveau conseil dit parfois nouvelle responsabilité au sein des comités de travail. Donc là, ça fait presque un an que vous êtes dans le nouveau conseil avec certains nouveaux comités. Donc, comment on se débrouille de ce côté-là? Bien, c'est sûr, j'en ai plus, donc j'aime ça. Conseiller senior, donc j'ai eu le comité justement d'infrastructure et environnement, infrastructure et développement. Donc, j'adore ça parce qu'on parle justement de priorité de développement, on parle de déneigement, on parle des travaux publics. Donc, ça touche beaucoup mon quartier. Puis, bon, j'avais une certaine expertise. Les montgolfières aussi, ça, j'aime ça. C'est un défi que j'attendais depuis longtemps. Il y a des enjeux là aussi. Oh, il y a des enjeux qu'on pourrait aborder ultérieurement. Et je garde le comité des transports aussi. On a mis la nouvelle ligne du transport du dimanche. On va refaire tous les circuits. Donc, c'est vraiment... non, j'ai vraiment des comités que je trouve très intéressants. Jean Fontaine, merci beaucoup. Bon mandat. Merci. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit le nouveau directeur général de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, Stéphane Legrand. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Au mois de juin dernier, au moment de notre dernière production, se tramait quelque chose à la Chambre de commerce du Richelieu. Malheureusement, ce n'est que le lendemain de notre dernière production, avant la pause estivale, qu'on a appris la nomination de Stéphane Legrand à la tête de la Chambre de commerce du Richelieu comme directeur général. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Et là, évidemment, nous, on avait cette pause estivale de 2-3 mois. Donc là, on a repris le flambeau et là, on s'était mis, évidemment, à l'ordre du jour de vous inviter.
Donc, on troque la carrière de politicien, de propriétaire de commerce pour celle de directeur général de la Chambre. Oui, mais au fond, j'ai lié les deux. La Chambre de commerce, c'est un peu de la politique, puis c'est aussi beaucoup du commerce. C'est vrai. Donc, mes deux anciennes vies se sont regroupées dans une seule. Bon, comment s'est présentée cette opportunité? Parce qu'en même temps, on le sait, là, vous avez quel âge? 39 ans. 39 ans. Vous avez eu donc parce que vous l'avez vendu, là, je pense, ça fait 2 semaines qu'on a vendu. Dans le quartier Saint-Edmond. Dépanneur que vous avez eu pendant combien d'années? 14 ans. 14 ans. Puis vous avez été conseiller municipal pendant? Pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Bon, vous vous êtes présenté à la mairie, défaite électorale. De quelle façon s'est présentée cette opportunité de se tourner vers un job à la Chambre de commerce? Bien, écoutez, au mois d'avril, j'avais eu des offres pour le commerce, puis je trouvais ça intéressant. Je me disais à 40 ans, c'est peut-être le moment pour un changement de carrière. À ce moment-là, Claude Demers était directeur général de la Chambre. Et en lisant mon Canada français, je vois que Claude quitte la Chambre de commerce. Donc, je me dis, c'est peut-être l'opportunité pour moi parce que, comme je disais précédemment, j'aime le commerce parce que pendant 14 ans, j'en ai opéré un. Donc, la réalité des gens d'affaires, je la connais bien. Et la Chambre de commerce, c'est un organisme de pression qui prend position sur différents dossiers politiques, les enjeux politiques, les enjeux régionaux. Je les connais également. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité. Puis je voyais qu'il y a un défi qui était intéressant. Je regardais les membres du conseil d'administration, des gens qui sont impliqués. Donc, je voyais là un beau défi pour moi là, à l'aube de la quarantaine. Bon, et à ce moment-là, vous avez fait les premiers pas? Bien, écoutez, j'ai vu qu'il y avait un affichage sur Facebook. Pierre Saint-Onge, j'ai un de mes amis qui était président à ce moment-là. Un ami Facebook. Puis j'ai vu, j'ai pris le CV, je suis allé le porter, je l'ai envoyé à Michel Milot, qui était responsable du recrutement à ce moment-là, des gens que je connaissais. Donc, vous avez manifesté votre... J'ai manifesté mon intérêt. Le lendemain, on m'a appelé pour passer une entrevue. C'était la première entrevue que je passais dans ma vie. C'était la première fois que je faisais un CV dans ma vie. Ouais. Puis j'ai fait le processus, la première entrevue, deuxième entrevue, rencontre avec le conseil d'administration. J'ai parlé de mes objectifs, de comment je voyais la Chambre de commerce. C'était important de savoir aussi, eux, ce qu'ils voulaient. Il y avait une planification stratégique. Je pense que nos deux visions correspondaient. Puis j'ai eu le travail. Bon. Qu'est-ce qu'ils cherchaient au juste? Parce qu'en même temps, on l'a vu dans les dernières années, bon, Claude Demers dirigeait la Chambre avec une personnalité peut-être un peu plus, comme on dit en anglais, low profile. Et ça, évidemment, c'est toujours des hauts et des bas. Parfois, on a des présidents plus volubiles ou des directeurs plus volubiles ou moins volubiles. Bref, c'est selon les personnalités du président et de la direction. Là, maintenant, au moment où est rendue la Chambre aujourd'hui, qu'est-ce que la Chambre désirait comme direction générale? Moi, ce que j'ai senti, c'est que partout au Québec, actuellement, les chambres de commerce, c'est un petit peu plus difficile, comme son Charbonneau, plein de choses négatives qui vont alentour de la classe d'affaires. Je pense que qu'est-ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir un porte-parole, d'avoir quelqu'un qui allait relancer la Chambre au niveau du membership, au niveau des activités, au niveau de la prise de position. On voulait une chambre de commerce qui était active. Je pense qu'il y avait un travail qui se faisait à ce niveau-là. Mais comme vous l'avez dit, M. Demers, c'est quelqu'un qui était plus posé, avec une vision qui voyait la Chambre comme un organisme de concertation davantage. Puis moi, je suis arrivé avec une vision qui était un petit peu différente parce que je crois que la Chambre de commerce doit changer un petit peu parce qu'au niveau des entrées de fonds, c'est terminé l'époque où il y a des gens qui nous prenaient 100 billets pour une activité ou qui vendaient pour nous autres. Là, maintenant, il faut être plus intéressant, il faut être interactif avec nos membres, service à la clientèle, le membership. Donc, je pense que c'est ce qu'ils recherchaient, puis c'est ce que j'ai l'intention de donner à la Chambre de commerce. Parce que la Chambre, puis moi, je regarde, disons, les 25 dernières années, il y a eu des époques où c'était, disons, purement... On organisait des événements, des 5 à 7, des dîners-causeries, on fait nos frais, nos membres font du réseautage, point final. Après ça, il y a eu une autre époque, entre autres sous Marcel Beauregard, pour le nommer, où là, on a eu une chambre de commerce qui prenait des positions, qui faisait du lobby, qui même des fois était en contravention avec ce que les politiciens locaux voulaient. Bref, c'était un autre genre de chambre de commerce. Puis là, après ça s'est promené de haut en bas selon les présidents. Là, maintenant, c'est quoi qu'on veut? On veut une chambre de commerce qui fait de l'intervention, qui fait du lobby, qui défend les gens d'affaires, qui prend des positions. Est-ce qu'on veut revenir à ça? Mais c'est un peu tout ça. Premièrement, il faut démontrer que la Chambre, c'est important, que c'est un acteur important du milieu. Il faut que la Chambre de commerce travaille aussi avec les acteurs, que ce soit le CLD, la Ville. On veut des ententes de partenariat, on va aller voir nos membres. Il y a tout un travail de formation à faire aussi de nos membres. Il y a aussi un travail de positionnement, parce que là, on parle d'achat local, on parle du développement du Vieux-Saint-Jean, on parle de l'autoroute 35. Donc oui, il faut se positionner, puis il faut que la Chambre soit... Vous savez, le 16 octobre, on reçoit Robert Poetti,
le ministre des Transports. Ça fait des années que le ministre des Transports n'est pas venu à Saint-Jean parce qu'on veut lui parler. Puis comme communauté, il faut que la Chambre de commerce active ses membres pour démontrer que d'aller au Richelieu, là, on parle fort puis on veut des choses. Donc, c'est un petit peu cet élément-là que le conseil d'administration et moi, on veut amener à Saint-Jean. Donc, je pense que le rôle de la Chambre, de plus en plus, va être plus interventionniste, va être aussi dans l'organisation. Il faut changer un petit peu le modèle parce qu'on voit qu'il y a des gains à faire actuellement. Puis là, on voit une ascension du nombre de membres, des partenariats. Souvent, le défi d'un directeur général de chambre de commerce, c'est que malgré toute sa bonne volonté de vouloir mener à bien tel projet, il est souvent contraint d'être omnibulé par le financement de l'organisme pour payer les salaires, payer les frais fixes. Puis là, ça, c'est du membership, puis c'est des organisations, puis c'est vendre des billets, puis c'est le gala de l'excellence. Tout ça gruge beaucoup de temps dans la vie d'un DG de chambre de commerce. Donc, comment on réussit à lier les deux, c'est-à-dire faire progresser des dossiers, puis en même temps, l'autre côté de la job, qui est de faire rentrer de l'argent? Je pense que c'est le travail d'équipe. Là, on sait, on est une petite équipe à la Chambre de commerce, on est 3 personnes à temps plein. Donc, ce que vous dites, c'est très vrai. Là. Il y a 50 de notre temps qui est vraiment le financement, l'organisation des activités. Mais dans ces activités-là, je pense qu'on peut faire les deux. Quand le ministre des Transports vient nous voir, bien, il y a une belle façon aussi de faire de la politique, puis qui rencontre le maire Fecteau, puis qui rencontre les gens de la région pour faire avancer les dossiers régionaux. C'est aussi notre rôle. Donc, dans une activité de financement, on est capable aussi de faire valoir les intérêts de la Chambre puis de ses membres. Donc, je pense que c'est un élément. Là. Bon, vous avez parlé du maire Fecteau. Comment s'est produit, disons, la première rencontre, parce que c'était votre adversaire politique. En même temps, Michel Fecteau a déjà été lui-même président de la Chambre de commerce, donc c'est un organisme qu'il connaît bien. En même temps, politiquement, vous n'étiez pas très loin l'un de l'autre là, dans les visions? Je dirais que la première rencontre a été très bonne parce que le maire Fecteau comprend l'importance d'une chambre de commerce en santé. Moi, le lendemain de l'élection, dans ma tête, quand je m'étais présenté, c'est pour faire avancer Saint-Jean. Mais maintenant, j'ai un poste où je peux continuer à faire avancer Saint-Jean et on a tous les deux l'intérêt de Saint-Jean à cœur. Donc, en partant de cette réalité-là, on s'est rencontrés à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Je vous dirais qu'au niveau des dossiers, ça va bien. Au niveau des interventions, ça va bien. Aujourd'hui, on est allé voir le maire Coderre en conférence avec une délégation de la Ville. Je pense que de plus en plus, dans l'optique du maire, on veut être présent. Puis c'est aussi l'optique de la Chambre de commerce, donc on entend prendre notre place. Là. En même temps, vous ne vous étiez pas lancé debout durant la campagne? Là? Non, puis moi, je n'en ai pas lancé à personne. C'est peut-être pour ça que je me suis retrouvé avec le job, parce qu'on comprend que le travail de directeur général, puis c'est un organisme qui est apolitique, donc on défend les intérêts des gens de la Chambre de commerce. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, loin de là. Il y a eu un enjeu important dans les dernières années au niveau de la jeunesse. Il y a très longtemps, plusieurs années, la Chambre s'était dotée d'un comité jeunesse. À un certain moment, les jeunes entrepreneurs se sont sentis un peu dilués, ont créé leur propre organisme, qui est la Jeune Chambre, qu'on appelle la génération XYZ. Et le membership est passé de 40 à presque 150 en l'espace de peu de temps. Celui de la Chambre qui avoisinait les 700 membres est redescendu à peu près dans quoi, 500 quelque chose? Un peu plus que 500, oui. Bon, puis à un moment donné, dans le fond, vous êtes sur le même terrain les deux. Bon, eux n'ont pas de permanence, donc n'ont pas de frais fixes. Là. Tout ça est bénévole. Mais en même temps, le territoire n'est pas si grand que ça. Là, j'ai vu dans la dernière année, même avant votre arrivée, certaines alliances là, sur certaines activités. Là, j'ai l'impression que ça va se poursuivre, là, la collaboration avec XYZ. On a envoyé un communiqué dernièrement où le membership est commun. Donc, vous êtes membre de Génération XYZ, vous êtes membre de la Chambre de commerce si vous avez moins de 35 ans et moins de 25 employés. Donc, ça, c'est la première étape qu'on a franchie. Il y a 6 activités qui vont être organisées en commun également, dont le Gala de l'excellence. Il y aura un prix remis à l'entrepreneur jeunesse de l'année. Donc, il y a vraiment des liens qui se tissent, puis il n'y a plus de compétition comme on voyait auparavant. Là, c'est plus... D'ailleurs, il y a eu une chicane, c'est l'initiative de Génération, c'est suite à une mésentente entre les deux organisations, ils sont partis de leur côté. Là, aujourd'hui, les gens qui étaient là, il n'y a plus personne de cette époque-là. Donc, tout ce qu'on souhaite, nous, c'est un rapprochement, puis qu'on souhaite bien faire les choses, parce qu'effectivement, on a les mêmes intérêts. Là. On veut que ça fonctionne bien à Saint-Jean, on veut que nos jeunes entrepreneurs soient en contact avec les gens de plus d'expérience, peut-être faire du tissage, du maillage avec ces gens-là, et des contrats, évidemment. Bon, je reviens à Stéphane Legrand. Comment un type qui a un bac en sciences politiques se ramasse-t-il propriétaire d'un commerce à faire de la politique municipale? Comment s'est orienté, disons, votre vingtaine et début de trentaine? Qu'est-ce qui vous a mené vers le monde des affaires plutôt que le monde des sciences politiques? C'est un concours de circonstances. Quand j'ai terminé, c'était l'époque où le gouvernement n'engageait pas beaucoup. C'était beaucoup des contrats. Ouais. Puis moi, depuis que j'avais 15 ans que je travaillais à ce commerce-là, le monsieur prenait sa retraite, il m'a offert le commerce.
Moi, j'aime les gens. C'est comme les rasoirs Remington. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie, mais c'est exactement ça. Puis j'adorais mon commerce, puis j'adorais ce quartier-là. Puis le commerce m'a quand même amené aussi en politique parce que la proximité des gens, un dépanneur, là, c'est le meilleur endroit pour avoir le pouls politique. Si vous voulez savoir qui va gagner des élections ou le sondage, bien, vous l'avez parce que c'est le vrai monde qui vient de se prononcer. Donc, en sortant de l'université, pas beaucoup de jobs disponibles. On travaille déjà dans le dépanneur. Finalement, on se dit qu'un, je vais l'acheter. Exactement. Puis c'est un commerce que je connaissais bien. Je connaissais bien les clients, donc il y avait une transition. Parce que c'est ça qui est dangereux quand on ajoute un commerce. Souvent, les gens s'habituent à un individu. Quand ils quittent, Puis vous êtes devenu conseiller municipal à quel âge? 27 ans. 27 ans. Oui, c'était dans les plus jeunes, avec Philippe Lanier, Félix-Gabriel Marchand aussi. Puis je vous dis, c'était une très belle aventure, la politique municipale. J'ai adoré ça. Puis je suis ça encore avec beaucoup d'intérêt. Puis là, on est quand même acteur à titre de directeur général. Là. Stéphane Legrand, merci beaucoup. Bien, merci bon mandat dans ses fonctions de direction générale de Chambre de commerce. Merci, M. Latour. C'est avec nous au retour le Babillard quotidien. Le samedi 4 octobre, à la polyvalente Armand-Rescaux, va se tenir la 5e édition du Salon du bébé Lactea. Donc, pour information, lactea.org. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez que le 1er et le 3e lundi du mois, on fait la captation du conseil à l'Hôtel de Ville sur la rue Jacques-Cartier. Et les 2 semaines suivantes, on vous résume. Dans le fond, on prend un conseil avec lequel on fait 2 émissions avec des extraits. L'émission, vous avez l'horaire ou sinon, vous pouvez la regarder également en ligne. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. La seule exception pour la 100e de Télébingo, le dimanche 5 octobre, on va augmenter la cagnotte à 4 000 au total. Autrement dit, la carte pleine sera de 2 500 $ pour ce spécial 100e anniversaire. Télébingo, c'est tous les dimanches matins, 9h30 au Câble 9. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire Comte-Dessert. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Visiter notre site Internet, revoir nos entrevues. Les entrevues sont sous format YouTube, donc disponibles si vous avez des appareils Apple, notamment des iPads et des iPods et des iPhones. ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Il y a des rediffusions également le dimanche. Et notez bien l'heure en fin de soirée. On est à 23h. À demain.